Nathalie Coble, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'École normale supérieure et à Polytechnique. Vous enseignez la langue française et la littérature du Moyen-Âge et vous êtes également traductrice du moyen français. D'abord, merci de participer à la 37e édition des Assises de la traduction sous le signe de l'image. Au commencement était l'image est le titre de cette édition. Et plus précisément, pour parler d'interprétation d'images, nous avons une phrase d'accroche, si j'ose dire, une formule, ut picturas poesis. C'est une phrase d'Horace, du 1er siècle. Est-ce que cette phrase fait sens encore au Moyen-Âge? Alors, je vais partir de l'autre. Au commencement était l'image, qui était un titre audacieux, qui est celui qu'on a choisi pour ces assises, et qui suppose que le verbe vient après. Or, pour le Moyen-Âge, évidemment, tout s'inverse, puisque le verbe est premier, que ce soit non seulement dans l'Occident chrétien, mais aussi dans toutes les cultures monothéistes de l'époque. Donc, je dirais que non. Ça ne fonctionne pas dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je reviendrai sur la formule parce que l'image s'impose dans le livre, avec le livre. D'accord. Alors justement, l'image, elle est très présente dans les ouvrages du Moyen-Âge, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il s'agit d'images d'illustration ou est-ce que les images sont une histoire à part entière, ont une interprétation qui leur est propre, indépendamment du texte qu'elles accompagnent dans un ouvrage? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. La première serait de dire que l'image est dépendante, alors si on parle des images dans les livres, elle est dépendante de cet objet anthropologiquement nouveau que le Moyen-Âge a inventé, qui est le codex. Donc l'image dépend du texte, matériellement, je dirais même physiquement, et évidemment mentalement, sinon spirituellement. Simplement, l'espace que le livre, que la page, laisse à l'image dans les manuscrits du Moyen-Âge implique un travail à part. C'est un métier d'être enlumineur au Moyen-Âge. Et ce travail, ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail d'atelier. Donc il y a des signatures d'atelier. C'est un métier, c'est un langage, au même titre que la langue qu'on traduit. Donc justement, c'est un langage qu'on déploie et qui se déploie sur la page comme il se déploie dans le temps, ce qui suppose une lecture. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un langage qui est codé, qui est... Oui. Voilà. Alors c'est un langage qui est codé, qu'on a tendance, en général quand on ne connaît pas bien les textes du Moyen-Âge, on a tendance à y voir une sorte de codification ornementale sans aucune réappropriation, ce qui est faux, c'est un peu ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en effet c'est un langage à part entière avec ses codes, avec ses mains, au sens à la fois de personnes qui est autorisée à le faire, qui a appris à le faire et qui transmet un certain nombre de choses que les gens avertis peuvent lire. Donc ça suppose aussi un travail de décryptage, mais ces codes s'adaptent. Il s'actualise, et puisqu'on est dans des assises qui parlent de traduction, il s'actualise exactement comme on s'actualise dans le passage d'une langue à l'autre ou dans l'histoire de la langue, un texte. Donc il y a à la fois une codification, ce sont des images très codées, et à l'intérieur de cette codification, un déploiement, une réappropriation, ce qu'on appelle la répétition inventive en fait. Est-ce que le fait que les images de ces ouvrages aient une vie à part entière signifie aussi qu'elles ont une évolution au fil des pages? Est-ce qu'il y a une narration dans le temps? Oui. Alors, ça c'est vrai que c'était aussi la chose qui me tenait à cœur. Ces images-là, elles se déploient et c'est là ce qui fait qu'elles sont mouvantes, mobiles aussi. C'est qu'elles se déploient sur la page en suscitant une lecture, c'est-à-dire une réflexion qui suppose du temps. Et elles se déploient très vite. Je pense que ça, tout le monde en a vu partout, en fait, dans les marges, dans les blancs de la page. Et là, je dirais qu'on revient à l'Pictura poiesis, l'image s'autonomise sur la page
au point de devenir proliférante et de susciter en fait un mouvement de l'œil, du regard de celui qui la regarde, qui décrypte en fait un mouvement qui tend vers l'infini. Alors j'ai apporté ce livre qui est très connu, qui s'appelle Le Moyen-Âge en lumière, qui a choisi, alors qu'il parle de tout, de Dieu, des textes didactiques, etc., comme image de couverture, en fait, une chasse au dragon, c'est Saint-Georges. Cette chasse au dragon, elle se trouve dans un manuscrit, un bréviaire de la fin du Moyen-Âge, le bréviaire de Marie de Savoie, qui est conservé au musée de Chantilly. C'est en fait une image marginale, elle se déploie dans la marge basse de la page, dans laquelle, en fait, l'atelier d'enluminure s'est littéralement libéré de toute contrainte. Alors, en fait, pas sur cette image-là, parce qu'il y a un rapport avec le texte, mais dans tout le manuscrit par ailleurs qui est magnifique, toutes les images marginales se libèrent du texte. Ce ne sont pas des illustrations, pour revenir à votre question. Mais du coup, est-ce que ça voudrait dire que dans un ouvrage au Moyen-Âge, il y a deux récits parallèles, c'est-à-dire le récit écrit et le récit dessiné, enluminé, ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, confrontation par exemple? Quel est le rapport entre l'un et l'autre, le rapport entre, on va dire, la poésie et l'image justement? Oui, c'est très intéressant comme question. C'est les deux. L'atelier de peinture a tendance à venir à la fois contre le texte, tout contre, donc à la fois évidemment à l'illustrer, à s'en émanciper, voire à le contrer dans une esthétique qui est celle de la contradiction et du débat, qu'adorent les médiévaux, comme vous le savez. On le voit bien, ça nous dérange d'ailleurs, souvent la confrontation du bas et du haut, etc., dans les mêmes espaces. Et évidemment, là, c'est une confrontation esthétique, c'est-à-dire que c'est la confrontation de celui qui dessine contre celui qui écrit, et inversement. Alors après, évidemment, ça se renverse, c'est-à-dire que celui qui écrit va aussi, ça se voit par exemple dans les hampes des lettres, se mettre aussi à dessiner. Et par ailleurs, bien entendu que l'image est aussi illustrative, mais avec son code de narrativité. Alors, je peux peut-être prendre un exemple que je connais bien, parce que j'ai travaillé sur la première traduction du Decameron de Boccace au printemps. Si vous prenez toutes les enluminures du modèle que j'ai utilisé, elles sont toutes, on voit très bien le code. Elles sont toutes faites sur le même modèle. C'est un manuscrit qui date exactement de la même année quasiment que le bréviaire de Marie de Savoie et qui est aussi italien. Non, pardon, il est flamand, mais avec une inspiration italienne liée évidemment au texte de Boccace. Et dans ce texte, en fait, les images sont copiées. Elles sont copiées d'un autre manuscrit qui se trouve au Vatican qu'on a, donc on peut comparer. Et quand on compare, on se rend compte d'une part que l'atelier flamand a évidemment repris tout le code d'illustration des nouvelles de Boccace, code qui suppose un déploiement narratif du regard, puisqu'à chaque fois, en fait, on a le début et la fin de l'histoire. En l'occurrence, ici, c'est une histoire très connue, c'est Élisabeth et le basilic, la pauvre Élisabeth découvrant donc le corps de son amant qui a été tué par ses propres frères et enterré. Et donc elle décide de prendre sa tête et de le mettre dans un pot de basilic. Et donc, bien entendu, l'image est séparée en deux. Il y a une symétrie, une symétrie spatiale qui renvoie à une symétrie temporelle qui suppose un code de lecture très simple ici, à gauche le passé et à droite la fin de l'histoire. Ce qui signifie qu'entre les deux, c'est-à-dire, on va dire, dans cet arbre, il y a l'histoire. Donc, au fond, c'est deux façons différentes de penser un récit. Ici, ça appelle le lecteur. Comment fait-on pour en arriver de là à là? Et le texte le raconte. Est-ce qu'il y aurait aussi une fonction, en termes d'image, de raconter l'histoire? On est en Moyen-Âge, tout le monde n'a pas accès à la lecture. Est-ce que l'image permet de donner accès au récit à un maximum de gens à une époque où tout le monde ne sait pas lire? Alors, dans les images, évidemment, dans les images religieuses, au tympan des églises, donc
À Sainte-Trophyme d'Arles, par exemple, on va avoir d'un côté le tympan avec sa codification, le Christ Pantocrator, et puis une lecture qui amène le fidèle vers le ciel et vers une réflexion qui concerne son salut. Et ça vise évidemment tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui ne savent pas lire, ce qui est la très grande majorité de la population, quelles que soient les couches sociales par ailleurs. Si je reviens au livre, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, certes, à la fin du Moyen-Âge, les gens de la cour savent lire, mais au XIIe siècle, on ne savait pas lire, on se faisait lire. Et donc, l'illettrisme n'est pas lié à un manque de culture. C'est que la culture, en tout cas profane, elle est aussi orale. Et donc, l'image, elle va servir à appeler à une lecture, mais cette lecture, elle sera pas forcément faite par celui qui l'écoute. Elle sera faite par un intermédiaire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. Alors, une autre question à la traductrice du moyen français que vous êtes. Vous évoquiez tout à l'heure justement le fait que le dessin du Décameron que vous nous avez montré tout à l'heure, il en existe une autre version au Vatican, je crois que vous m'avez dit. Quand vous traduisez un texte du moyen français, est-ce que l'illustration se doit d'être l'original ou est-ce qu'au contraire, on peut, se permettre d'adopter de nouvelles illustrations et si oui, est-ce qu'elles doivent aussi répondre à des codes bien précis pour ne pas tronquer en quelque sorte la traduction que vous allez faire du texte? Alors, moi, en tant que traductrice, vous voulez dire si j'ai la chance d'avoir des illustrations dans un livre? Oui. Et puis, enfin, de façon plus générale, en termes de sens, est-ce que l'illustration peut être différente ou est-ce que quand on traduit un texte déjà préexistant avec des illustrations préexistantes, parce pour avoir le texte entier, on est obligé de reprendre les images initiales? Là, je viens de traduire pour Phébus un roman qui a 102 miniatures magnifiques. Et là, c'est aussi des raisons économiques, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que les miniatures soient dans le livre, mais c'est pas possible. Donc, cette réponse bête, hein, que ça dépend de la nature du livre qu'on va faire. Pour le livre que j'ai fait, qui va sortir chez Macula et qui était donc sur un site, le site d'En attendant Nado, là j'ai repris toutes les miniatures du manuscrit qui se trouve à la bibliothèque de l'Arsenal, parce que c'était libre de droit, c'est sur Gallica, et par ailleurs c'était un support numérique. Donc je pouvais mettre tout ce que je voulais, et j'ai évidemment repris de façon à la fois illustrative et esthétique toutes les miniatures, mais je les ai aussi associées volontairement anachroniquement à d'autres images. Vous voulez un exemple? Oui, parce que en fait, je pensais par exemple aux contes de Perrault qui sont illustrés par Gustave Doré, dans une évidemment époque beaucoup plus récente. On peut aujourd'hui publier des contes de fées avec des illustrations différentes. Ça ne sera peut-être pas celle de Gustave Doré, mais justement l'idée c'est de moderniser, de répondre à un rapport visuel différent. Voilà. Et quand on est médiéviste, on fait encore plus tout ce qu'on veut, parce que les médiévaux, c'est ce qu'ils faisaient. Quand on parle de Moyen-Âge, c'est 10 siècles. Là, par exemple, alors je n'ai pas apporté de représentation du modèle, mais même dans un régime de répétition où on copie un modèle préexistant en reprenant ces images, en fait, le nouvel atelier va changer des choses pour répondre par exemple à des normes esthétiques ou vestimentaires qui ont changé en 30 ans. Ça, on ne s'en rend pas compte. Et donc, le maître qui a dirigé l'atelier, qui s'appelle le maître au ciel d'argent, parce qu'il se caractérise par des nuages effilochés argentés dans toutes les miniatures qu'il a illustrées, comme celle-ci, par exemple. Donc là, en fait, il a systématiquement modernisé les vêtements, changé l'ornementation, cette ornementation-là étant une signature de son atelier, ce qui permet évidemment aux historiens de l'art d'identifier en fait un atelier particulier. Mais de façon plus intéressante, l'actualisation, et donc l'anachronisme qui va avec, fait partie des exigences, je dirais, esthétiques des médiévaux. Ce que l'humanisme a eu tendance à évidemment évacuer comme une horreur,
sur laquelle on vit encore en grande partie, je dirais, aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie Coble. Marie-Madeleine.